Sauter d'un hélicoptère en vol et surfer dans un orage plein d'éclairs. Descendre un volcan en snowboard ou en luge sur des pentes recouvertes de cendres volcaniques. Le volcanoboarding, qui consiste à rider un volcan en activité ou non, et le skysurfing en tempête font partie de ces sports dont certains accros à l'adrénaline se shootent pour passer le temps et battre des records improbables. Qui sont ces tarés qui ont osé les inventer? Ne t'avise surtout pas de reproduire ce que tu vas voir, car on va plonger ensemble dans les sports les plus mortels de la planète. Le wingsuit flying, on parle ici de voler, littéralement. Imagine une combinaison avec des ailes qui s'étendent entre tes bras, tes jambes et ton torse. Cette wingsuit te permet de défier la gravité dans des sauts à couper le souffle, que ce soit en parachutisme ou en base jump. Eh bien, c'est un Français, Patrick de Gaillardon, qui a eu la folle idée de créer ça. Ce mec était bien plus qu'un amateur d'adrénaline, il était tout simplement accro. 12 000 sauts à son actif, rien que ça. Le 29 juillet 97, Patrick réalise une cascade totalement dingue. Il saute d'un avion, un Pilatus à turbine. Ok, jusque là tout va bien, mais là où ça devient complètement fou, c'est qu'en 2 minutes plus tard, il utilise sa wingsuit pour rentrer dans l'avion en plein vol. Ouais, t'as bien entendu, impensable à l'époque, non ? Cette cascade est même devenue culte, reproduite des années plus tard dans le James Bond GoldenEye. C'est lui qui a osé plonger dans l'un des gouffres les plus profonds du monde, le gouffre des Hirondelles au Mexique. Imagine-toi, une bouche large de 40 à 60 mètres qui s'évase pour atteindre 135 mètres de large au fond. Une chute de 376 mètres, ça donne des frissons, pas vrai? Tragiquement, Patrick est mort à seulement 38 ans à Hawaï en testant des améliorations pour sa wingsuit. Un incident d'ouverture de son parachute. Tu te demandes sûrement ce qui s'est passé. Il expérimentait tellement qu'il aurait fait une erreur en montant son équipement. Le Banzai Skydiving, un nom bien chelou pour une pratique qui l'est encore plus. Imagine, tu es dans un avion, parachute sur le dos, tout va bien. Mais là, tu fais quelque chose d'inconcevable. Tu jettes ton parachute par la porte. Ouais, t'as bien entendu, tu jettes ce qui te maintient en vie, tu attends, puis tu sautes pour le récupérer. Autant dire qu'une erreur, et c'est la catastrophe. Tu as intérêt à maîtriser parfaitement la chute libre pour te lancer dans un truc pareil, sinon... Le japonais Yasuhiro Kubo détient le record mondial depuis 2000. Il a attendu 50 secondes après avoir jeté son parachute avant de sauter pour le rattraper. 50 secondes! Tu peux imaginer le stress? Attention, ne confonds pas cette pratique avec ce que les gars de Jackass faisaient. Eux, ils sautaient carrément sans parachute et quelqu'un d'autre les rejoignait en vol pour leur accrocher le parachute. En 2012, Felix Baumgartner, un parachutiste autrichien, a réalisé un exploit impressionnant. Il a sauté depuis la stratosphère à 39 km au-dessus de la Terre dans le cadre du projet Red Bull Stratos. Ce saut n'était pas qu'un simple coup de publicité, mais aussi un test pour les limites humaines en chute libre à des altitudes extrêmes. En sautant depuis un ballon à l'hélium, il est devenu le premier homme à franchir le mur du son sans assistance mécanique, atteignant une vitesse de 1357,64 km/h. Il a établi plusieurs records du monde, notamment celui de saut en chute libre, le plus haut, et celui de la vitesse la plus élevée atteinte en chute libre. Quant à Luke Aikins, en 2016, il a réalisé un exploit différent, mais tout aussi impressionnant. Il a sauté d'un avion à 7600 mètres d'altitude, sans parachute, dans le désert de Californie, devant des millions de téléspectateurs en direct. Pendant 2 minutes, il est tombé à 192 km/h avant d'atterrir en toute sécurité dans un filet de 30 mètres sur 30 mètres. Ce saut nécessitait une précision absolue, une erreur de trajectoire et c'était fini. Il s'est entraîné des mois pour réussir cette chute libre sans marge d'erreur. Le train surfing est l'une des pratiques les plus risquées du monde urbain. Ce sport consiste à grimper sur le toit des trains en mouvement, bravant des dangers mortels à chaque instant. Popularisé dans des pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud, où les trains bondés rendent l'accès facile au toit, le train surfing est illégal et extrêmement dangereux. Pourtant, malgré les avertissements des autorités, de nombreux jeunes continuent de tenter l'expérience, souvent dans le but de publier leurs exploits sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'adonnent au train surfing sont confrontés à de nombreux périls. Les tunnels et les ponts peuvent surgir soudainement, laissant peu de temps pour réagir. Les câbles électriques à haute tension, qui longent souvent les voies, constituent également une menace sérieuse. En Afrique du Sud, le réseau de trains électriques représente un danger particulier, car les câbles suspendus transportent des milliers de volts et plusieurs cas d'électrocution ont été recensés parmi les train surfeurs. Maintenir son équilibre à grande vitesse, parfois à plus de 100 km/h, tout en évitant ces obstacles, est un défi en soi. En Europe, bien que le phénomène soit moins répandu, il existe aussi des cas tragiques. À Paris, plusieurs adolescents ont perdu la vie après avoir percuté des verrières ou des ponts en pratiquant le train surfing sur le RER, rappelant à quel point cette pratique est dangereuse. Malgré ces accidents, les vidéos de ces exploits continuent d'inonder les réseaux sociaux, attirant de plus en plus de jeunes en quête de frissons et de validation numérique.
Les autorités elles tentent de réprimer cette pratique par divers moyens en installant des systèmes de sécurité supplémentaires dans les gares et en multipliant les avertissements. Cependant, le train surfing reste une tentation pour ceux qui cherchent une montée d'adrénaline et une notoriété éphémère. Mais il est clair que ce jeu se paie souvent au prix fort et les risques de chute ou d'électrocution font du train surfing l'une des activités illégales les plus dangereuses en milieu urbain. Le Human Balloon Flight. Tu as peut-être déjà rêvé de flotter dans les airs porté par des centaines de ballons, un peu comme dans le film Là-haut de Pixar. Eh bien, certains ont transformé ce rêve en réalité. Le Human Balloon Flight est une activité qui consiste à attacher des centaines de ballons remplis d'hélium à une chaise ou une plateforme pour s'élever dans les airs, parfois à des altitudes impressionnantes. Ce qui rend cette pratique particulièrement extrême, c'est la complexité et le danger qui l'accompagnent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas simplement de monter et de se laisser porter par le vent. Les participants doivent gérer leur altitude et leur direction avec une grande précision en libérant des ballons pour descendre ou en utilisant du ballast pour rééquilibrer leur vol. Une erreur dans ce calcul peut avoir des conséquences dramatiques. Monter trop haut et se retrouver à des altitudes dangereuses ou atterrir dans une zone difficile d'accès, voire en pleine mer. Le premier vol de ce genre remonte à 1982 lorsqu'un Américain du nom de Larry Walters a décollé depuis Los Angeles avec 45 ballons d'hélium attachés à une chaise de jardin. Ce vol, qui devait être une simple expérience, a fini par atteindre une altitude de 4600 mètres et a nécessité l'intervention de l'aviation pour s'assurer de la sécurité de Walters. Cet événement a marqué le début d'une fascination pour les balloon flights. Depuis, plusieurs aventuriers ont tenté des expériences similaires, mais avec des systèmes plus sophistiqués pour contrôler leur vol. En 2015, le Britannique Tom Morgan a réussi un vol de ce type en Afrique du Sud, atteignant une altitude de 2500 mètres avec environ 100 ballons. La logistique derrière ce genre de vol est incroyable car chaque ballon doit être soigneusement géré pour maintenir l'équilibre du pilote dans les airs. Le Human Balloon Flight reste une activité extrêmement dangereuse et il n'y a pas vraiment de régulation officielle pour ce sport, ce qui le rend d'autant plus audacieux. Ceux qui s'y aventurent doivent être prêts à affronter l'inconnu. Aujourd'hui, ce type de vol est encore rare, réservé à des aventuriers et des explorateurs à la recherche de nouvelles expériences aériennes hors du commun. Le base jump, c'est un sport extrême qui cartonne depuis les années 90. Le principe est simple, tu sautes en parachute, mais pas depuis un avion. Non, ici tu pars de plateformes fixes comme des falaises ou des bâtiments. D'ailleurs, base c'est un acronyme de building, antenna, span et earth. Voici les 4 endroits d'où tu peux sauter, bâtiments, antennes, ponts et falaises. Dans le monde, il y a entre 8000 et 10 000 adeptes, dont environ 300 en France. Les hauteurs de saut varient pas mal, ça peut aller de 50 mètres à plus de 1500 mètres. À 50 mètres, t'as pas le temps de réfléchir, il faut ouvrir le parachute direct. À 1500 mètres, si t'es en wingsuit, t'as 3 minutes de chute libre pour atteindre des pointes à 200 km/h. Ça laisse de la marge pour admirer la vue. Le base jump doit beaucoup à un américain, Carl Boenig, souvent appelé le père de ce sport. En 1978, il a marqué l'histoire en sautant d'El Capitan, un immense monolithe de granit dans le parc de Yosemite. Tragiquement, il est mort en 1984 lors d'un saut en Norvège. Ce qui différencie le base jump du parachutisme classique, c'est que tu n'as qu'un seul parachute. Pourquoi pas deux comme d'habitude? Simplement parce que dans ce sport, les sauts sont souvent trop courts pour que tu aies le temps de déployer le deuxième si le premier il a merdé. Malheureusement, le base jump figure en haut de la liste des sports les plus dangereux avec environ 30 décès par an. Une étude de 2002 estimait que pour 60 participants, il y avait en moyenne un mort. Ça fait réfléchir. Mais pourquoi est-ce que c'est si risqué? Le danger principal, il vient du fait que tu peux te retrouver avec une voile qui s'ouvre mal, par exemple en s'orientant à 180 degrés par rapport à la paroi. Et là, tu fonces droit vers ce que tu viens de quitter. Même si tout est bien préparé, ces situations sont en partie aléatoires et peuvent survenir à n'importe quel moment. Les jumpers expérimentés peuvent corriger ces orientations et éviter l'impact grâce à des techniques et des vêtements spécifiques comme la wingsuit qui les aident à s'éloigner de la paroi. Si tu te loupes, tu fais partie de la Base Fatality List, une liste que personne ne veut rejoindre. C'est un rappel brutal que ce sport, aussi exaltant soit-il, laisse peu de place à l'erreur. Les Jet Suit Race, les courses en jet suit. Alors là, on entre vraiment dans le futur. C'est comme si l'univers d'Iron Man prenait vie. Et c'est pas de la science-fiction, c'est bien réel grâce à Richard Browning, le fondateur de Gravity Industries. Depuis qu'il a créé cette incroyable combinaison équipée de moteurs, Browning et son équipe ne cessent de repousser les limites du possible. Le principe est simple mais impressionnant. Des moteurs fixés sur les bras et le dos, alimentés par des turbines, permettent de voler à des vitesses vertigineuses. Avec un contrôle direct via les mouvements du corps, les pilotes peuvent atteindre des altitudes et des vitesses qui étaient autrefois inimaginables.
En 2019, Browning lui-même a battu un record du monde atteignant la vitesse de 136 km/h avec sa Jet Suite lors d'un vol près de Brighton en Angleterre. Mais le Jet Suite ne se limite pas à des démonstrations de vitesse. Des courses sont déjà en train de se développer où les participants se lancent dans des parcours aériens, manœuvrant avec précision à travers des obstacles à haute altitude. Des compétitions ont eu lieu, notamment lors d'événements prestigieux comme la Goodwood Festival of Speed en Angleterre, attirant l'attention de fans de sports extrêmes et de technologies futuristes du monde entier. Le hurricane surfing est sans doute l'un des sports nautiques les plus extrêmes et dangereux qui existent. Imagine se jeter dans des vagues monstrueuses générées par la puissance dévastatrice d'un ouragan. Contrairement au surf classique, où l'on attend des conditions idéales et ensoleillées, les surfeurs d'ouragan cherchent à affronter la mer dans ses moments les plus violents. Cette pratique demande une préparation minutieuse. Les surfeurs doivent non seulement avoir une connaissance experte de l'océan, mais aussi maîtriser l'art de lire les vagues pour survivre à des conditions de tempête imprévisibles. Quand un ouragan approche, ces surfeurs intrépides se tiennent prêts, sachant que les vagues peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, souvent au-delà de 6 à 10 mètres, accompagnées de vents soufflant à plus de 150 km/h. C'est une bataille constante contre des éléments naturels qui ne pardonnent pas. Le danger de cette pratique est bien réel. Les risques de noyade sont élevés car les courants sous-marins et les vagues puissantes peuvent facilement submerger un surfeur. Ajoutez à cela la possibilité de se retrouver projeté contre des récifs ou emporté vers le large et vous obtenez une des expériences les plus périlleuses du monde nautique. Il ne suffit pas de savoir surfer, il faut avoir une endurance hors norme et des réflexes rapides pour survivre dans ces conditions. Ce sport est principalement pratiqué dans des zones propices aux tempêtes tropicales comme les côtes de Floride, les Caraïbes ou encore le golfe du Mexique. Les ouragans sont fréquents là-bas. Certains des plus célèbres surfeurs de tempête, comme Garrett McNamara, sont devenus des légendes en défiant ces vagues monstrueuses et en documentant leurs exploits pour prouver que l'on peut repousser les limites humaines face à la nature. Aujourd'hui, ce sport reste réservé à une petite communauté d'experts. Le grand public est encouragé à éviter absolument ces conditions car sans une préparation et une expérience extrême, les conséquences peuvent être fatales. Le hurricane surfing, c'est l'ultime défi entre l'homme et la nature et il n'y a pas de seconde chance. Le highlining est une discipline impressionnante directement issue du funambulisme. Ici, pas de filet ni de barre pour s'équilibrer. Les participants marchent sur une sangle tendue au-dessus de 2 points très élevés, souvent à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. C'est un sport extrême qui demande une concentration absolue et un équilibre parfait. Le highlining trouve son origine dans le funambulisme traditionnel dont l'un des premiers exploits notables est celui de Charles Blondin qui en 1859 a traversé les chutes du Niagara sur une corde de chanvre de 330 mètres. Il a marqué l'histoire avec cette traversée légendaire et aujourd'hui les highliners ont poussé ce défi encore plus loin. Ils tendent leurs sangles entre des falaises au-dessus de canyons et parfois même entre des gratte-ciels dans les environnements urbains. Ce sport est à la fois mental et physique, chaque pas au-dessus du vide est un test de confiance en soi et de maîtrise de la peur. Les highliners utilisent souvent un équipement de sécurité, comme une longe reliée à la sangle, mais cela n'enlève rien au fait que l'adrénaline monte à chaque instant. Le frisson de marcher sur une ligne étroite avec le vide en dessous est difficile à décrire pour ceux qui ne l'ont jamais tenté. Le highlining est pratiqué partout dans le monde, des canyons de l'Utah aux falaises des Alpes, en passant par des endroits aussi incroyables que les tours des gratte-ciels dans les grandes villes. Quand on le pratique, la météo est l'un des éléments les plus importants à prendre en compte. Les conditions doivent être parfaites pour une traversée en toute sécurité. Si le vent se lève brusquement, le mouvement de la sangle devient imprévisible et même les plus expérimentés peuvent se retrouver à se cracher. Voilà, t'as maintenant un aperçu des sports les plus extrêmes, les plus mortels de la planète. Ces activités, elles repoussent les limites de l'endurance humaine, de la bravoure et parfois de la folie pure. Ils nous rappellent que le désir d'aventure et de sensations fortes peut nous pousser à réaliser des exploits incroyables, mais aussi à prendre des risques inimaginables. Si ces sports te fascinent, souviens-toi qu'ils nécessitent souvent une préparation intense, une connaissance approfondie et une prudence extrême. N'essaie jamais de reproduire ces exploits sans une formation adéquate et un encadrement pro.